y a de la magie dans l'air. Créées avec amour, nos listes musicales romantiques vous séduiront. C'est l'ambiance parfaite pour une soirée en tête-à-tête avec l'être cher. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le mardi 10 juin. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver, de vous savoir à l'écoute encore ce matin. Oui, triste nouvelle hier en fin de journée, un peu après 18h heure de l'Est, on a appris le décès effectivement de l'écrivain Victor Lévy-Beaulieu, décrit par le journaliste et historien Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir, comme une des plus grandes pointures de la littérature au Québec. C'est sa réaction en entrevue à RDI. Suivant l'annonce du décès de Victor Lévy-Beaulieu, il y aura certainement aujourd'hui d'autres réactions à la suite du décès de ce grand écrivain qui aura laissé sa trace, évidemment, dans l'histoire littéraire du Québec. Donc, certainement que vous allez en entendre parler. Évidemment, nous souhaitons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'admiraient, qui le suivaient, Victor Lévy-Beaulieu. Sinon, on va faire le tour de ce qui retient l'attention encore ce matin dans l'actualité. Et on va commencer avec Olivier Lefebvre qui est avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble de cette annonce hier du premier ministre Mark Carney au sujet des dépenses militaires qui vont augmenter de façon importante au pays. Oui, Mark Carney qui dit que l'objectif des dépenses militaires de 2% du PIB va être atteint par le Canada dès cette année. Donc, c'est une cible dont on a parlé maintes reprises dans les dernières années. Et qui devait être atteinte en 2030. C'est ce que Mark Carney avait dit pendant la campagne électorale, mais bon, ça sera fait dès cette année. Ça survient, cette annonce-là, alors qu'il y a beaucoup d'événements importants qui s'en viennent. Le sommet du G7 en Alberta, le sommet annuel de l'OTAN aux Pays-Bas, où cette cible-là, finalement, de 2% pourrait être encore une fois révisée à la hausse. Donc, réaction, et je vous donne les détails de cette annonce. Parfait. Et alors aussi qu'il y a des discussions importantes on l'a appris la semaine passée avec Donald Trump, justement, pour en arriver à une entente pour mettre éventuellement fin à cette guerre commerciale entre les deux pays. Sinon, un peu plus tard, Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous parler de ce qui s'est passé au cours des dernières heures, encore une fois, dans les rues de Los Angeles. Il y a eu des manifestations encadrées, très encadrées par les forces de l'ordre. Et là, il y a cette guerre politique entre l'État de la Californie et l'administration Trump. L'administration Trump qui a annoncé vouloir envoyer d'autres membres de la Garde nationale, des Marines également. Donc, c'est vraiment des soldats de l'armée dans les rues de Los Angeles. On va vous faire le portrait de ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Parlons pour l'instant météo. Véronique Méran est à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. C'était un peu pluvieux ce matin, là, oui. Un peu plus gris. Un peu plus gris, un peu plus frais, de la pluie, effectivement. Donc, sous les averses pour la plupart des secteurs du sud du Québec. Ça ira vers l'est un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, pluie ce matin, ça devrait cesser en début d'après-midi. Par la suite, il y aura des éclaircies, mais on maintient un 40 % de possibilité d'une averse ou d'un orage de fin de journée. Alors, aujourd'hui, des orages costauds, il pourrait y en avoir, mais secteur de Chaudière-Appalaches, l'Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, Chibougamau. En périphérie, le risque est là, mais on ne parle pas d'orages violents. Pour ce qui est des températures, on ira chercher 21, 23 degrés, peut-être pas plus que 18, 19 là, pour l'Estrie et Québec. C'est assez venteux aussi du sud-ouest, 30, 50 km à l'heure. Évidemment, il y a un petit peu d'humidité. Quand c'est pluvieux comme ça, le temps est un petit peu plus collant. La tendance sera au dégagement au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Les températures oscilleront entre 10 et 15 degrés. Il fera plutôt beau demain, mercredi. Et encore une petite probabilité d'averse le soir, 40 % seulement. Les températures demain, c'est du 23 à 25 degrés. Donc, une belle journée dans l'ensemble. Encore un vent du sud-ouest assez présent demain. Et on ramènera une probabilité d'averse en toute fin de journée due à l'air instable. Assez variable jeudi, 21, 23 degrés. Mais la tendance est aux températures un
petit peu plus fraîche vendredi, samedi. On se rapproche davantage de la barre des 20 degrés que de celle des 25, mais ça va remonter assez rapidement là, en début de semaine prochaine. On parlait d'averses et de risques d'orage. Ce sera le cas du côté de l'Abitibi aujourd'hui, pas plus que 17. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Ennuagement, averses et orages débutant au cours de la journée pour le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent, en soirée vers la Gaspésie et la Côte-Nord. Pour ce qui est de l'Ontario, on retrouve un ciel variable sur la portion nord. C'est encore assez nuageux vers le centre. Probabilité d'averses, risque d'orage autour de 40 17 à 21 degrés, les températures. Sur le sud, on est plus près de 23, 24. C'est plus humide aussi. La probabilité d'averse, le risque d'orage, c'est autour de 40 pour Toronto et Windsor aujourd'hui. À Ottawa, les averses cessent déjà ce matin. Il y aura éclaircies par la suite et on reprendra le risque d'orage en fin d'après-midi. Dans l'ouest, c'est du beau temps dans l'ensemble pour Vancouver. Température estivale, 21-26 degrés. Beaucoup de fumée pour la région d'Edmonton. Des avis sur la qualité de l'air en vigueur. Le soleil domine à Calgary, c'est du 23-26 du côté de l'Alberta. Regina, on a de la fumée également. Sinon, il y a un peu de soleil, 24 degrés. Et du côté de Winnipeg, on parlera de quelques averses. Tôt ce matin, fin de journée, température autour de 23. Dans le nord du Manitoba, 5 à 10 mm de pluie aujourd'hui. Ça va aider, ça va aider. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Les 2 premiers matchs de cette série finale de la Coupe Stanley s'étaient réglés en prolongation. Hier, ça n'a pas été le cas. Domination des Panthers de la Floride face aux Oilers. Oui, domination tant pour le jeu qui a été offert durant la rencontre, pour le nombre de buts marqués. Il y en a eu 6 dans une victoire de 6-1, mais surtout dans le jeu physique et dans le jeu psychologique. Peut-être hier, on a été vraiment dominant tout au long de cette rencontre pour les champions de la Coupe Stanley qui ont dominé ce match et qui a été marqué, ce match, par les échauffourées. Vous avez peut-être vu des images de la rencontre d'hier. 140 minutes de pénalité décernées lors de cette rencontre. Les Oilers qui ont été frustrés tout au long du match, de par des petits contacts ici et là après les sifflets, mais surtout, je pense, beaucoup de frustration dans le jeu des Oilers après avoir vu les Panthers marquer 3 de leurs 6 buts justement en avantage numérique, frustrés tout au long de la rencontre. Il y a d'ailleurs Stuart Skinner qui a été chassé, le gardien des Oilers d'Edmonton, qui a été chassé de la rencontre, remplacé par Calvin Pickard. Donc, un match à oublier pour les Oilers qui tirent maintenant de l'arrière 2-1 dans cette série finale de la Coupe Stanley face aux Panthers. Le prochain match aura lieu jeudi, toujours en Floride. Au hockey féminin, la Victoire de Montréal a perdu 2 autres joueuses. C'est le repêchage en vue de l'expansion, justement, de 2 nouvelles équipes dans la LPHF. Donc, Seattle et Vancouver avaient déjà eu une période, une fenêtre de signature pour aller chercher de chaque côté 5 joueuses. Donc, on avait déjà 5 joueuses de sélectionner. Maintenant, hier, il y avait ce repêchage d'expansion. On pouvait sélectionner 7 autres joueuses pour se rendre à un total de 12. Et parmi les joueuses qui ont été sélectionnées par les 2 équipes, 2 joueuses de la Victoire de Montréal ont été sélectionnées. Tout d'abord, l'attaquante Abby Boreen, qui, elle, prendra le chemin de Vancouver. Elle ira rejoindre sa coéquipière Jennifer Gardner. Il y a aussi la défenseuse Anna Wilgren, qui, elle, ira rejoindre Kyla Barnes, autre défenseuse de la Victoire de Montréal, qui avait été sélectionnée par Seattle. Les 2 se retrouveront là-bas dans l'ouest des États-Unis. Donc, c'est intéressant de voir les 2 équipes qui prennent forme. Maintenant, la prochaine étape, après ce repêchage d'expansion, ce sera le repêchage donc, de la LPHF qui est prévu le 24 juin à Ottawa. Tout un changement de vie, effectivement, pour ces joueuses. The time to watch for is a 2:06.12. McIntosh is on fire. Head down to the wall. It is. She destroys it. C'est fait. Et McIntosh, vous avez peut-être compris qu'on parlait de Summer McIntosh à la natation aux essais canadiens. Un 2e record du monde pour Summer McIntosh. Oui, et une 3e victoire en 3 courses pour elle. Elle a entamé la compétition avec un record du monde aux 400 mètres style libre. Et hier, c'était le 200 mètres 4 nages. Elle a terminé première et elle a, du même coup, donc effacé le record du monde qui tenait depuis 10 ans, qui appartenait à la Hongroise Katinka Oshu. Elle est la première nageuse à passer sous les barres des 2 minutes 6 secondes sur cette épreuve, avec un temps de 2 minutes 5 secondes et 70 centièmes. Exceptionnel pour la jeune de 18 ans, je vous le rappelle, qui avait remporté 4 médailles aux Jeux de Paris, dont 3 titres olympiques. Et dans la course d'hier, on retrouvait aussi la Québécoise Marie-Sophie Harvey du Club Camo ici à Montréal et qui a terminé 2e avec un record personnel avec un temps de 2 minutes 8 secondes et 78 centièmes. Donc, ces essais permettent aux nageurs et nageuses canadiennes
de se préparer pour cette saison de natation, mais surtout pour les championnats du monde qui auront lieu à Singapour un peu plus tard cet été. Donc, Summer McIntosh qui ne semble pas prête de s'arrêter. Continue de faire tomber les records. Et imaginez dans 3 ans maintenant, les prochains Jeux olympiques à Los Angeles, elle en avait 4 à Paris, peut-être qu'elle pourra en ajouter et ajouter à sa légende parce qu'on sait déjà qu'elle sera une grande légende canadienne en natation. Impressionnant, en effet. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Au revoir. C'est une question qui revient à l'avant-scène de l'actualité, ces dépenses militaires au Canada pour atteindre la cible fixée par l'OTAN de 2% du PIB en dépenses militaires. C'est revenu beaucoup dans l'actualité ces dernières années, notamment depuis le déclenchement de cette guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine. Eh bien là, annonce quand même importante hier de Mark Carney qui se dépêche à augmenter ses dépenses militaires pour arriver donc à ce 2% du PIB, Olivier. 6 ans plus tôt que ce qui avait été annoncé par son prédécesseur Justin Trudeau. Oui, et puis ça a pu en surprendre plus d'un parce que Mark Carney, pendant la campagne électorale, s'était engagé à atteindre l'objectif de 2% d'ici 2030 et non pas cette année. Ouais. Donc, les plus récentes données de l'OTAN, Mathieu, montrent que les dépenses du Canada en matière de défense se situaient à environ 1,3% l'an dernier. Donc, on voit le rattrapage à faire. La professeure au département des sciences politiques de l'Université Laval, Anessa Kimball, qui est aussi directrice du Centre sur la sécurité internationale, puis co-directrice du Réseau canadien sur la défense et la sécurité. Elle va nous dire que ça faisait longtemps que le Canada traînait de la patte pour atteindre la cible. On était déjà en déficit en matière de cette cible-là qui date un peu plus que 20 ans. On parle beaucoup de promesses qui étaient faites au Pays de Galles en 2014, mais en fait, la promesse, ça date de 2006. Mm-hmm. Donc, quand les États-Unis étaient frustrés, ils avaient raison. Mark Carney dit on va dépenser davantage au Canada, stimuler donc la création d'emplois, l'économie d'ici, qu'on devienne moins dépendant à l'industrie américaine. Oui, ça se fera d'abord en investissant avec des investissements de 9 milliards de dollars supplémentaires, par exemple pour acheter des drones, des blindés, des munitions, des radars aussi dans l'Arctique. On veut aussi augmenter les salaires des militaires, puis on va réaffecter 14 milliards de dollars en dépenses qui sont déjà existantes, comme du côté de la garde côtière, qui, avant, ces dépenses n'étaient pas incluses dans le calcul pour l'OTAN. Vous savez, les États-Unis, on l'a dit, mettent de la pression sur ses alliés sous peine de ne plus garantir leur sécurité. Puis, Mark Carney en a fait mention lors de son annonce hier. Il a dit que le Canada ne peut plus compter sur son voisin du Sud pour assurer sa protection, notamment face aux menaces russes et chinoises. Je vous présente la réaction du professeur à l'École d'administration publique, Stéphane Roussel. Il dit que ça illustre bien, finalement, comment les relations entre les États-Unis et le Canada ont changé dans les derniers mois. Si vous m'aviez posé la question il y a 1 an, je vous aurais répondu non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Les événements qu'on connaît depuis les 5-6 derniers mois font qu'effectivement, ça devient quelque chose d'essentiel. Entre autres, c'est un des piliers, un des éléments fondamentaux de la politique de défense canadienne qui a changé, le fait qu'on ne peut plus se fier autant sur les États-Unis. 9 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. On connaît l'état des finances publiques. Les partis d'opposition réclament de savoir d'où va venir l'argent, réclament un budget, donc. Oui, c'est ce que le Bloc québécois a dit. On sait, le gouvernement Carney veut déposer un budget, mais seulement à l'automne. Mm-hmm. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, lui, dit de son côté qu'il est d'accord avec ces nouveaux investissements en défense, mais à certaines conditions. Nous voulons que cet argent-là soit utilisé pour l'équipement et pour les troupes, et non pas pour la bureaucratie. Et nous voulons que le gouvernement introduise un budget avant le Fête du Canada afin de montrer comment ça va être intégré dans le plan financier de notre pays. Donc, Mathieu, à voir comment le Canada va être perçu par ses alliés au sommet des dirigeants de l'OTAN dans quelques semaines à La Haye, aux Pays-Bas. Les États-Unis mettent de la pression pour que cette cible, finalement, soit révisée à la hausse à 5% du PIB d'ici 2032. Est-ce que le Canada va augmenter davantage, encore une fois, ses dépenses? Bien, Mark Carney, hier, nous a peut-être donné un indice. Il a insisté sur le fait qu'il n'augmente pas les dépenses militaires pour satisfaire l'OTAN, mais bien pour assurer la sécurité des Canadiens. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.
Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. La grève à la STM qui cause des maux de tête et ce sera probablement encore le cas ce matin aux usagers. Ça retient d'ailleurs l'attention de plusieurs médias. C'est la une de Gazette ce matin notamment. Les usagers sont frustrés au premier jour de cette grève du transport en commun. Hier était la première journée d'une grève limitée de 9 jours prévue par les travailleurs de l'entretien. Conséquence, les services d'autobus et de métro ont été suspendus en dehors des heures de pointe et en fin de soirée. La frustration monte, titre ce matin le Journal de Montréal. Des usagers pris en otage, c'est la une du Devoir ce matin et la une de la presse entre frustration et confusion parce que la première journée de cette grève à la STM a occasionné frustration et confusion chez de nombreux navetteurs, écrit la presse, qui reprochent aux transporteurs une communication déficiente. Et la presse ajoute que utilisateurs et transporteurs des transports en commun, vous n'en avez peut-être pas terminé avec les perturbations du service de métro et d'autobus parce que l'impasse qui persiste avec les employés d'entretien laisse présager de nouvelles grèves et d'autres groupes de travailleurs pourraient les imiter, oui, au cours des prochains mois. D'ailleurs, dans la presse, vous lirez ce matin la lettre ouverte de Jean-François Arault, qui est président-directeur général de Vélo Québec, et lui croit que cette grève à la STM est l'occasion de redécouvrir le vélo. Donc, il écrit dans cette lettre ouverte que face à une grève que personne ne souhaitait, il est bon de se rappeler que le vélo peut contribuer à maintenir une certaine mobilité dans la ville. Il ne remplace pas le transport collectif, mais il le complète. Et il ajoute qu'il est préoccupant, selon lui, que le transport collectif ne soit toujours pas reconnu comme un service essentiel au sens de la loi. Maintenant, après l'enquête du Journal de Montréal sur l'Office de consultation publique de Montréal, voilà qu'il y a des révélations sur des dépenses au sein de Destination Québec Cité. La Ville de Québec a remboursé notamment 5 000 $ pour le séjour de 6 employés de Destination Québec Cité à l'hôtel pour participer à un événement. Mais l'événement se tenait à 1,2 km des bureaux de Destination Québec Cité, donc l'équivalent d'à peu près une vingtaine de minutes de marche. En juin 2023, les employés qui ont pu dormir 3 nuits à l'hôtel Château-Laurier, le stationnement qui a même été remboursé à certains d'entre eux. Et Québec était alors l'hôte du Rendez-vous Canada, le principal salon touristique international au pays qui réunit plus de 1000 participants chaque année. Destination Québec Cité s'est défendu au Journal de Montréal et au Journal de Québec en indiquant que pour prévenir les risques liés à la fatigue, la direction a choisi d'héberger les employés à proximité immédiate du site, une pratique qui est courante de tous les organisateurs d'événements. Mais la politique de la Ville de Québec, elle interdit de facturer un hébergement s'il n'y a pas de déplacement à plus de 225 km du lieu de travail. D'autres dépenses qui font sourciller ce matin dans l'article du Journal de Montréal, notamment des dépenses de souper, un copieux repas à Toronto du directeur de Destination Québec Cité qui s'est fait rembourser un steak et des frites aux truffes à 132 $ à un restaurant bien connu de Toronto, alors que la politique prévoit un maximum de 30 $ pour des soupers lors de déplacements à l'intérieur du Canada. À lire donc Journal de Montréal, Journal de Québec, ces révélations. Sinon, on a vu ça beaucoup pendant la pandémie, mais il semble que l'engouement pour les chalets ne se dément pas au Québec. Et c'est un texte que j'ai lu ce matin dans les pages du Devoir, une tendance observée durant la pandémie qui ne s'est finalement pas dégonflée une fois la crise sanitaire passée. Alors, ces chalets qui sont redevenus en quelque sorte des refuges pendant la pandémie, eh bien, ils n'ont pas perdu leur attrait depuis, bien au contraire, nous dit le Devoir ce matin, en fait, qui nous mentionne là, que les prix médians qui sont passés notamment de 213 000 $ pour des chalets dans les régions des Laurentides, l'Estrie, Charlevoix, 213 000 $ en 2019 à 386 000 $ en 2022. Donc, le prix médian d'un chalet dans ces régions du Québec. Oui, il faut avoir les moyens quand même. Gabriel, merci beaucoup. Bonne journée. On va revenir sur la situation à Los Angeles. Évidemment, on connaît cette tension, ces affrontements qu'on a vus au cours des derniers jours. Donald Trump qui a décidé d'envoyer 2000 membres de la garde nationale supplémentaire pour justement faire contrôler, si vous voulez, les manifestants qui s'opposent à ces politiques migratoires. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc, hier soir ou au cours de la nuit dernière, c'était un peu plus calme dans le centre-ville de Los Angeles. Oui, mais encore tout de même, hier soir, là, il y a eu
eu des affrontements encore, Mathieu, entre les manifestants et les policiers. Les policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes, des balles de caoutchouc également pour disperser des manifestants qui leur lançaient des objets vers les policiers. Et pour tenter de mettre fin à ces manifestations-là, le président Trump, hier, on peut dire... On a rajouté, a haussé le ton hier. Il a annoncé qu'il allait déployer plus de troupes à Los Angeles, qu'il allait envoyer, imaginez, 700 Marines, ce qu'on envoie habituellement, surtout à l'étranger. C'est rare qu'on voit ça aux États-Unis, pour protéger, selon le président américain, les fonctionnaires et les bâtiments du gouvernement fédéral. Donald Trump qui a également annoncé qu'il allait envoyer 2000 membres de la garde nationale supplémentaire. Il y en avait déjà 2000, donc à terme, ça pourrait faire au total 4000. Et les Marines là, qui pourraient commencer à arriver dès aujourd'hui à Los Angeles. Oui, ce qui retient l'attention, c'est cette bataille politique entre l'État de la Californie et l'administration Trump, parce que cette décision-là, elle est dénoncée, entre autres, par le gouverneur et les autorités californiennes. Oui, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, on le sait que c'est un gouverneur démocrate, de même que la mairesse de Los Angeles, Karen Bass, qui a, Mathieu, vivement critiqué tous ces déploiements de troupes là, par Donald Trump dans l'État. On écoute la mairesse. And it makes me feel like our city is actually a test case. Alors, la mairesse de la ville là, qui affirme, Mathieu, avoir l'impression que sa ville subit une forme d'expérimentation de Donald Trump, de l'administration Trump, pour prendre le contrôle de certains États, de certains gouvernements locaux, certaines municipalités. On parle de Los Angeles, mais il y a aussi eu des manifestations, il faut le mentionner, contre ces politiques d'immigration de Donald Trump, également à San Francisco, là, où il y a eu environ 150 arrestations. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors évidemment, on va surveiller aujourd'hui. Ce sera probablement pas simple, encore une fois ce matin, pour bien des usagers du transport public dans la grande région de Montréal avec cette deuxième journée de grève. Alors pensez-y, essayez d'ajuster vos déplacements autant que possible. Peut-être y aller de façon active, en vélo, à pied, mais évidemment, ce sera pas simple et c'est peut-être pas toujours évidemment possible pour tout le monde. Sinon, on va continuer de voir à Los Angeles comment évolue la situation. Jean-Philippe le disait, des Marines, des membres des Marines pourraient arriver à Los Angeles dès aujourd'hui. Sinon, plus près de nous, il y aura sans doute d'autres réactions à la suite de l'annonce de Mark Carney. C'était hier sur ses dépenses militaires. On veut atteindre, le gouvernement canadien veut atteindre cette cible fixée par l'OTAN de 2 % des dépenses militaires, 2 % du PIB en dépenses militaires. Sinon, évidemment, d'autres réactions certainement à la suite du décès de la mort de Victor Lévy-Beaulieu, l'écrivain, l'auteur, l'éditeur qui s'est éteint à l'âge de 79 ans. Voilà, entre autres, ce qui va retenir notre attention aujourd'hui. Là-dessus, vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux un peu plus tard. Bonne journée, bon mardi.